Bienvenue sur Tandem TV. Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Tandem. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un homme d'affaires, mais surtout un publicitaire connu. On vous a même dans le passé appelé le fils de pub de Sarkozy. Mais c'était le passé, hein, donc je ne vais pas parler Et du passé. c'était avant 2007, je précise, pour tous ceux qui connaissent bien la politique. Voilà, C'est important. c'était avant 2007. Absolument. Mais on n'a pas Oui, parlé du passé. Bon, ça veut dire que c'était la bonne campagne, c'est celle qui a gagné, pas celle qui a perdu. oui, oui, je pensais que c'était bon de le préciser. Mais du passé, on va faire table rase du passé. On va parler des actions que vous menez sur tous les médias depuis le 7 octobre 2023 pour la défense d'Israël, de Tsahal et de la communauté juive française. Alors, vous êtes devenu un défenseur acharné de ces causes et vous avez créé pour cela la DDF, la Diaspora Defense Forces. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une milice de défense? Est-ce que c'est un concurrent du SPCJ? C'est bien posé avec beaucoup d'humour parce qu'il y en a qui en manquent un peu. D'abord parce que nos adversaires ont évidemment pensé dès le démarrage que c'était une milice de défense. Pourquoi? Parce que, ils ont vu déjà les juifs se défendre et pour la plupart des anti-juifs, un juif ne peut pas se défendre. Il peut être attaqué, mais en aucun cas il a le droit de se défendre. Alors nous, on leur montre depuis le 7 octobre que non seulement on se défend, c'est très bien se défendre et qu'à l'avenir, il vaut mieux réfléchir avant de nous attaquer. Sauf que ça, c'était, en considérant que DDF est une milice. En fait, c'est tout sauf une milice. C'est une armée, certes, une armée citoyenne. Pourquoi? Parce que c'est une armée citoyenne qui, met en avant d'abord une organisation qui fédère, qui mobilise et qui a des armes. C'est vrai, des armes de destruction massive ou de séduction massive, mais ce sont des armes intellectuelles, des armes historiques et des armes finalement, culturelles qui nous aident à défendre les juifs sur l'espace public, dans les médias ou dans les réseaux sociaux. En gros, on ne peut pas que de l'asbara, comme on dit. On a des méthodes, on a une technique, on a une tactique, on a surtout une vision et une stratégie. On peut mettre à tous les juifs, même en Israël, de se défendre quand à une table entre amis, à l'école pour les plus jeunes ou à la fac pour les ados et un peu plus, ou au bureau ou dans la rue. On vient vous raconter qu'Israël est un pays colonisateur, un pays d'apartheid, provoque un génocide à Gaza, etc., etc. Et en fait, vous savez, la meilleure façon de répondre, comme on le dit souvent, si vous devez répondre, parce qu'il ne faut pas toujours répondre, c'est avec l'histoire. Et pourquoi l'histoire? On est le peuple juif, hein, on est le peuple du livre et aussi de la transmission orale. Mais l'histoire, vous savez, depuis 3000 ans, joue pour nous, parce qu'on était les premiers un petit peu à faire pas mal de choses. D'autres gens se sont greffés à nous, c'est très bien, ont été inspirés par nous. Mais quand on inspire beaucoup de gens, on crée aussi beaucoup de jalousie. Et depuis 3000 ans, l'histoire de la haine des Juifs, c'est l'histoire d'une jalousie. Donc on apprend finalement énormément de choses aux gens de notre communauté, contrairement à ce qu'on pense. On est très arrogant, voire prétentieux, mais personne ne connaît 100% de son histoire. Comment voulez-vous défendre le peuple juif si vous ne le connaissez pas? Donc on a, depuis le démarrage, donné des cours d'histoire avec des historiens, avec des journalistes et des gens brillants, des grands universitaires. Donc ça va de Barbara Lefebvre à Jean Bensoussan, Michael Prazan et Yanis Roder. On a évidemment Bernard-Henri Lévy. On a plein de gens au niveau intellectuel très fort pour pouvoir transmettre cette connaissance, parce que je ne connais pas une meilleure arme. Vous savez, par rapport à toute cette ambiance qui je comment vous dire? Pilonne les Juifs depuis le 7 octobre, pas seulement en Israël, mais partout dans le monde, hein, et sur le réseau et dans l'espace public. Si on passe notre temps à faire de la communication, c'est un communicant qui le lit, on s'en sortira pas. Nous, il faut qu'on soit sur l'histoire. L'histoire, c'est la guerre pour la vérité. C'est plus lent, c'est vrai. La vérité prend souvent l'escalier quand le mensonge prend l'ascenseur. Mais in fine, on arrive à bon port et je peux vous dire que la vérité historique finit toujours par l'emporter. Donc c'est compliqué parce que vous savez, on est dans une ère en plus qui est un peu particulière de post-vérité et qu'en gros, la vérité n'est pas la vérité aujourd'hui. La vérité, c'est l'information qui vous procure le plus d'émotions. Par exemple, vous prenez un gros mensonge, genre: «Il y a un génocide à Gaza», eh bien, ça provoque une énorme émotion telle qu'un mensonge répété, répété, répété tous les jours, provoquant une émotion intense, devient votre vérité. Donc on est dans un délire paranoïaque absolu, parce que la paranoïa, c'est ça, hein, c'est quand on prend sa vérité pour la vérité universelle, qui est aidé par les algorithmes, qui est aidé par l'algorithme aussi de la vie réelle, hein, parce qu'il ne faut pas croire, mais dans la vie réelle, il y a plein de gens. Moi, ce matin, j'étais sur un plateau sur LCI où une dame, une journaliste, je ne citerai même pas son nom,
se reconnaîtra, a sorti une énormité, alors qu'a priori, elle n'a pas été dire que le Hamas a commencé, que la riposte d'Israël est totalement cohérente. Mais juste après, parce qu'on a toujours besoin de donner des gages, elle a dit: «Mais bien entendu, 40 000 morts à Gazaouis, c'est beaucoup trop, c'est ignoble». J'ai interrompu l'émission, je me suis un peu engueulé avec l'animatrice en lui disant: «Je suis désolé, on ne peut pas laisser passer cette fake news». Tout le monde m'a regardé: «Enfin, mais pas du tout, mais quelle fake news?» Ah, j'ai dit: «Il n'y a jamais eu 40 000 civils tués à Gaza, ou alors imaginons que ce soit le chiffre, c'est un chiffre qui est donné par le ministère de la santé du Hamas, vous êtes tous complices avec le Hamas, et deuxièmement, donnons un chiffre de victimes, on extrait ou alors on fait la dissociation, on a les victimes civiles, les terroristes et les morts naturelles, et donc sur 40 000, il en reste 15 000, lui dit 15 000 morts civiles, c'est trop, mais c'est pas 40. Donc il ne faut pas confondre une guerre avec un génocide». Donc en fait, ce que je fais avec DDF depuis le premier jour, c'est un boulot de réinitialisation, de restauration de la vérité, de rééducation, de combat permanent. Voilà pourquoi on a un look d'armée. Je revendique que c'est une armée citoyenne. On a un logo qui est proche de celui de Tsahal, kaki et jaune. On dit qu'on est une armée citoyenne avec des armes de destruction massive, des armes de séduction massive aussi, de rééducation massive. Voilà. Mais pourquoi? Parce que d'abord, il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on est en guerre. À Gaza ou en diaspora. Si on n'a pas compris qu'on est en guerre, on est déjà mort. Et encore une fois, il y a des guerres préventives, il y a des guerres tactiques, il y a des guerres stratégiques, et il y a des guerres à mort. Aujourd'hui, les guerres sont devant nous et on y est toutes et tous. Ceux qui ont compris, bah, je peux vous dire, ça va mieux, parce que quand on se bat, ça va mieux. Ceux qui n'ont pas compris, qui font le déni, comme nos amis de Tzedek et autres, qui pensent que, bien entendu, Israël est à cause de tout, c'est Israël qui a bombardé Be'eri, Dixit, hein, parce que c'est une association entre Al Jazeera et Haaretz, qui ont dit pendant quelques jours que ce sont des pilotes israéliens qui ont bombardé Nova Festival. Reprenez tout, tout est en ligne, hein. Et donc, ces délirants, parce qu'il y a beaucoup de délirants chez nous, on dit souvent que le peuple juif est un peuple d'élite, dans la connerie aussi, et dans la collaboration aussi. Voilà, il y a des capots des temps modernes. Il faut le dire, j'ai pas peur, je les prends en face. En plus, j'ai les noms, comme on dit. Mais le but, c'est pas de faire de la délation, le but, c'est au contraire de réveiller les consciences, de permettre aux gens qui peuvent se reconnaître de pouvoir rebasculer dans le tov, comme on dit dans le bien. Et comment vous avez été reçu par les institutions, le CRIF, le Fonds social, le consistoire? Ils sont pas un peu jaloux? On parlait de jalousie tout à l'heure. Écoutez, moi, je suis là depuis le début pour, il y a pas d'ego, il y a pas de voilà, il y a pas de parce qu'il y a plein de gens qui me disent: «Oui, les premières critiques, c'est tu fait ç tu fait» je rigole encore, hein. «Tu fait ça pour te mettre en avant, tu fait ça pour ton image». Alors franchement, moi qui fais de la télé depuis 30 ans, qui passe dans tous les médias depuis des années pour l'élection présidentielle, pour la pub, pour plein de trucs, ceux-là, bah, qui viennent me remplacer dans les médias, qui viennent prendre toutes les emmerdes que je reçois depuis 1 an, les menaces de mort, les menaces de tout, et non, soyons sérieux. J'ai fait ça, pas pour moi, parce que sinon j'aurais fait autre chose. Si c'était pour moi, il y avait tellement de choses à faire, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté mon boulot, j'ai perdu beaucoup de clients, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais pour moi, j'ai rien perdu, j'ai gagné. J'ai gagné parce que ce que je gagne, pas tout seul, mais avec, toutes les personnes qui m'aident autour de DDF à défendre la diaspora, à défendre l'image d'Israël, pour moi, c'est une mitzvah. Donc c'est comme si j'avais fait un an de service militaire que je n'ai pas fait quand j'avais 18 ans. Donc c'est comme si je rattrapais, 16 mois, c'est exactement ce que je voulais faire en Israël. 1 an et Dites-moi, demi. pour Donc non, c'est assouvir ma formidable ça, curios ça. pour assouvir ma curiosité, je sais pas si elle est saine ou malsaine, je voudrais aussi savoir ce qu'est le Chief Emotion Officer de Houtbart. Le Chief Officer, j'arrive plus à le dire. Le Chief Chief Emotion Emotion Officer de Officer. Houtbart, c'est quoi ça? En fait, j'ai une boîte que j'ai créée une fois que j'ai arrêté la pub, parce que j'ai créé un métier qui n'existait pas. Ça s'appelle, vous savez, il y a le consulting dans tout, consulting financier, consulting stratégique, consulting politique, et il en manquait un qui est pour mon métier, c'est le consulting créatif. De Voilà, et j'avais une boîte qui s'appelait Rootspa, qui était un peu ma holding où j'avais toutes mes activités. Rootspa, bah, pour ceux qui ne savent pas le mot en hébreu, c'est-à-dire silo monstre, hein. Je me suis dit: «Ben, sur Rootspa, je vais créer du consulting créatif». Et quand je suis devenu consultant créatif, c'est quoi? C'est pas seulement faire de la pub ou trouver des idées de pub, c'est exactement l'inverse. C'est de mettre de la créativité partout dans une entreprise, dans une institution, une corporation. En gros, si vous me donnez une boîte qui est pas créative du tout, comment est-ce qu'on assume la création et la créativité auprès du président? C'est descendant la créativité, c'est jamais ascendant. La preuve, Apple, il y avait un grand créatif, c'est Steve Jobs. Voilà pourquoi,
la boîte a toujours été créative. Et c'est souvent comme ça, c'est descendant. Donc, comment remettre de la créativité dans la tête du président? Comment être créatif dans le recrutement des gens, dans le management, dans l'animation? Il y a plein de zones et de sources, de ressources pour être créatif aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on est une des époques de ces 2 derniers millénaires, peut-être la moins créative de tous les temps. On se cache derrière une créativité artificielle, derrière des super outils comme l'IA, comme ChatGPT, c'est fabuleux. On oublie que la vraie créativité, elle est là. Et moi, j'ai toujours pensé, d'ailleurs, vous allez voir, je lance dans pas longtemps un challenge contre ChatGPT sur la création de slogans. Je fais le pari que je gagne contre ChatGPT. C'est pas de la prétention, c'est juste, au contraire, la prise de conscience qu'il n'y a pas plus créatif que le cerveau humain et que l'âme humaine. Et encore une fois, on invente des outils comme ChatGPT pour être nos assistants, pas pour être nos remplaçants. D'ailleurs, j'ai entendu, parce que c'est d'actualité en France, l'intelligence artificielle. J'ai entendu intelligence artificielle versus intelligence naturelle. Mais bon, voilà, je, j'ai bien aimé le slogan. Je ne sais pas qui l'a sorti. Enfin voilà, je ferme la parenthèse. C'était un peu ma curiosité pour revenir. Juste pour vous répondre vraiment sur les institutions, évidemment, au début, moi, je les connais tous parce que c'est des copains de longue date. Quand ils ont vu le truc arriver, DDF, ils ont cru que DDF voulait remplacer les institutions. Alors, pas du tout. Et pas du tout. C'est vrai, quand on me connaît bien, moi, j'ai travaillé pour plein d'institutions, je suis co-président de la République et partout dans le monde, mais je n'aime pas les institutions de fait, parce que je ne suis pas corporate et institutionnel. Moi, je suis en dehors du cadre. C'est très bien qu'il y ait des institutions. Non seulement je les respecte, mais je les ai aidés. Vous pouvez demander, UEJF depuis 25 ans, qui a été leur agence, gratuite en plus. Vous pouvez demander au CRIF, en plus, c'est des copains. Aujourd'hui, vraiment, on a un CRIF qui, je trouve, a changé complètement son positionnement. Yonathan Arfi, que je connais depuis des années, qui était à l'UEJF d'ailleurs, que j'adore, qui est un copain, il est en train vraiment de redonner du sens au CRIF. Le FSJU, pareil, ils font j'ai travaillé plein d'années avec eux sur la Tzedaka. On a fait plein de choses ensemble. Non, je les adore, je les respecte, mais moi, je ne vais surtout pas ni rentrer ni les remplacer, mais je veux peut-être compléter et avoir une action complémentaire à la leur. Ils ne peuvent pas tout faire. Eux, ils sont dans l'institution. Moi, je suis plutôt sur l'action populaire. Et je pense qu'en fait, l'addition des deux, c'est très bon. Il n'y a pas que l'EDF, mais l'EDF a pris très, très vite le lead dans l'engagement communautaire au sens populaire, eux au sens institutionnel. Voilà, moi, je n'appelle, et ils peuvent vous le dire, de mes voeux, à ce qu'on travaille tout le temps ensemble, main dans la main. Au contraire, je ne les critique pas, et je les critique quand ils ne comprennent pas ça. Mais ça, je n'ai pas besoin de le faire ici, parce que j'en fais assez en face, mais je leur dis c'est une critique constructive. Moi, je veux qu'il n'y ait pas d'ego, même si c'est très compliqué, parce que la communauté juive, surtout en France, souffre d'un mal profond qui s'appelle la cavodite aiguë. Donc tout le monde veut avoir du cavode. Je suis en train d'essayer de créer une molécule pour faire un vaccin contre ça, c'est très compliqué. J'avais réussi avec Antisémitox il y a quelques années, le premier médicament contre la haine des juifs. Pas trop réussi, là où je vais faire en fait, un vaccin contre le rétrovirus de la haine des juifs. J'avais réussi avec Homophobiol contre l'homophobie. En revanche, sur la cavodite, je vais faire un énorme truc parce que il faut vraiment que ce mal disparaisse, parce que ça nous empêche, je trouve, d'avancer, de mobiliser la communauté entre elles. Et pareil d'ailleurs, vous voyez, quand je le fais, c'est avec humour, parce qu'on oublie quand même que notre arme numéro un, quand on est juif, surtout face à un drame, c'est l'humour. Voilà. Alors, vous répondez tout en présent lors de manifestations sportives dans lesquelles des équipes israéliennes sont impliquées. Pourquoi le sport en particulier d'ailleurs? Ah, parce que le sport est universel, parce que logiquement, la politique ne devrait pas rentrer dans le sport. Parce que le sport ne peut pas être instrumentalisé politiquement pour défendre Pierre, Paul ou Jacques. Et malheureusement, il y a une exception à la règle, c'est les Juifs et Israël. Vous allez me dire, oui, mais regardez, on a été autorisé de venir au JO. Bah, encore heureux. Vous vous rendez compte que Israël est attaqué, on a des milliers de morts, on a des centaines d'otages, et on n'aurait pas le droit de venir au JO. On a l'impression que c'est nous qui avons attaqué le 7 octobre. On va se faire une balle dans le pied, c'est nous qui avons kidnappé, oh là là, on a kidnappé les 151, faut pas le dire. Ils sont les 251 otages, ils sont en fait planqués dans des sous-sols à Tel Aviv, non pas à Gaza. Mais quand on monte à cette paranoïa ambiante, grâce au LFI, vous savez, la France islamiste, On en reparlera, on en reparlera. voilà. Donc le sport, ça doit être préservé, ça doit être un sanctuaire. Or, aujourd'hui, c'est plus un sanctuaire. L'islamisme est rentré dans le sport il y a très longtemps. Déjà aux États-Unis, dans les années 60-70, ils sont rentrés dans la boxe, dans le basket. Aux États-Unis, l'islam, rappelez-vous, comment Cassius Clay est Karim devenu, Abdul-Jabbar. oui, Et et Karim Cassius Clay Abdul-Jabbar. est devenu Mohamed Ali et Karim Oui. Abdul-Jabbar au basket. Donc ça fait très longtemps que le soft power financé par le Qatar fonctionne.
En France, malheureusement, ça fonctionne bien. Voilà pourquoi on essaye de sortir Israël de toutes les compétitions, d'empêcher les équipes de venir jouer en France, etc. Mais d'abord, ça ne marchera jamais parce qu'on a un gouvernement qui tient bon, grâce au gouvernement de droite, je veux vous dire, grâce à Barnier, puis Bayrou, et grâce aussi à Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, et surtout, bien entendu, mon ami, parce que je le trouve fantastique, Laurent Nunez, qui fait un boulot exceptionnel, qui est un préfet exceptionnel et qui ne, Police de Paris, je dis mais oui, ça pour il ça. ne recule pas, parce que reculer, c'est renoncer. Et vraiment, c'est un type admirable qui est un vrai républicain engagé. Et c'est vraiment une force, parce que moi, je défends la police depuis des années. Bon, déjà, depuis que je travaillais pour Nicolas Sarkozy, en communication quand il était à Beauvau, j'ai toujours voilà, voilà, une affection particulière, parce que vous savez, le policier, c'est le premier rempart du citoyen dans l'espace public. Moi, je suis un citoyen engagé depuis toujours, et on se doit de défendre la police, c'est un truc de dingue. Donc, quand on entend des fous comme Émeric Caron qui parlent de violence policière, alors que c'est l'usage légitime de la force, bah, on est dans un mensonge, dans une. Comment vous dire? C'est la malhonnêteté politique. Voilà pourquoi je pense que la fille devrait être interdite depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que vous avez lancé une campagne de désabonnement du PSG? Ah oui, oui, mais vous allez voir, je prépare un nouveau clip, je le fais monter en puissance, j'attends le match ce soir contre Brest, mais parce qu'en général, vous savez, le PSG attend de perdre en quart de finale pour lancer ça fait tellement d'années, ils m'ont toujours fait le coup. Ça va Le faire dès le lendemain plaisir à matin mes amis marseillais, dès le ça. lendemain matin, ils vous appellent: «Ah oui, il faudrait que vous vous abonniez». Là, je vais lancer un clip de désabonnement du PSG parce qu'ils n'ont pas respecté l'éthique sportive. Ils vont rentrer dans un stade où il y a une bâche de 800 mètres carrés avec marqué Free Palestine, avec des taches de sang, Ali Obeida, qui est le porte-parole du Hamas, Free Palestine avec le I de la Palestine remplacé par une carte Israël. d'Israël recouverte d'un kéfier, etc. Donc, un appel au meurtre, apologie du terrorisme. Donc, d'abord, ils ont laissé un message politique entrer dans l'enceinte du stade. Premièrement. Deuxièmement, ils ont récidivé avec Saint-Étienne, où ils ont fait venir des graffeurs qui ont écrit Free Gaza quelques semaines après. Ils n'ont pas condamné les supporters, qui sont des sous-porters, et ils ont fait croire qu'ils n'étaient pas au courant. Bien sûr, vous, si vous avez un jardin, vous avez un troupeau d'éléphants dans le jardin, vous n'êtes pas au courant, vous êtes bien d'accord. Bon, donc ils nous prennent pour des cons, une fois, deux fois, trois fois. Et moi, je pense qu'à un moment, un supporter peut supporter son équipe, mais ne peut pas supporter le, on va dire le fait que le club vous prenne pour un con. Donc je vais appeler plein de gens, moi je vais les attaquer. Bon, juste rupture de contrat abusif de leur part, en fait. C'est eux qui m'obligent à reprendre mon contrat. Je leur fais le mail de régler les dernières échéances. Et vous savez ce qu'ils ont répondu au lieu de le faire à l'amiable? Eh bien, ils m'ont répondu par une mise en demeure. Donc évidemment, je vais les attaquer maintenant sur tous les chaînes d'inculpation. Et je vais appeler le grand public qui, comme moi, est outré par ce qui s'est passé, à me rejoindre dans cette action collective. Ça va faire plaisir à mes amis marseillais. Alors, vous Mais avez je le fais alors que je suis supporter je suis supporter du PSG et de Marseille depuis très longtemps. C'est même dans un doc qui passe sur Netflix, vous verrez, où j'explique comment j'ai partagé ma passion en 2, parce que je suis supporter du PSG depuis que j'ai 9 ans, et Marseille parce que j'ai bien connu Bernard Tapie et toute l'équipe 92-93, et j'ai tellement été un fou de cette épopée marseillaise que depuis 92-93, je suis supporter et de Paris et de l'OM. Je me mets dans la merde 2 fois, vous imaginez? alors, Je suis pas vous maso avez des pourtant. bêtes noires. On en parlait à l'instant, vous avez des bêtes noires. Alors, je ne peux pas tous les citer, on va en parler. D'abord, le journal Le Monde, LFI, et je me réfère à votre toute dernière vidéo à ce sujet, et surtout l'inénarrable Rima Hassan. Oh! Pourquoi eux en particulier? Car j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, non? Vous savez, imaginons qu'on soit à Pessard, vous savez, j'ai un peu de vin, un peu d'eau, je fais Rima Hassan, Caron, LFI. Il y a des duplés d'Égypte, moi j'ai les duplés Franck Tapiro. Il y en a peut-être 100 même. Je ai peut-être 100. Et en fait, Non, mais Le Monde, le journal Le Monde, non, c'est votre bête noire. Mais le monde, ça fait des années. Vous pouvez reprendre je crois, des posts que j'ai fait il y a plus de 10 ans, où j'ai zappé l'immonde. Il y a plus de 10 ans, parce que j'ai vu la dérive de ce journal qui était un journal, même s'il a toujours été contre Israël, toujours, Oui. depuis les années 67-70. Mon père le lisait tous les soirs, et je ne comprenais pas, tous les soirs, mon père arrivait avec Le Monde, il me papa, pas en 67-70, j'avais 7 ans, hein. Et des années après, je lui dis: «Mais ça fait que tu as toujours lu que Le Monde?» Alors que Le Monde, quand même, est tellement réputé antisioniste et anti-israélien. J'ai jamais lu antisémite, hein. Il dit antisioniste, anti-israélien, notoire. Et vous savez ce qu'il disait? Il faut toujours lire ce qu'écrit l'ennemi. Et c'est vrai que ça m'est resté, et heureusement plutôt pour lui, mais malheureusement pour mes adversaires, j'ai toujours prouvé que Le Monde a toujours été totalement à la charge contre Israël.
toujours. Vous pouvez tout ressortir à chaque fois. Il y avait un attentat de Noël, c'est de la faute d'Israël, ou de renseignement. On n'arrivait jamais à sortir un petit peu la tête de l'eau ou avoir une posture équilibrée. Donc c'est en cela que Le Monde n'était plus un journal d'information, mais un journal d'opinion. Et beaucoup d'autres, malheureusement, médias sont passés de l'autre côté. Libération. Libération, qui a une vingtaine d'années, c'était en 2000, le deuxième intifada, avait publié en une image d'un Israélien avec une matraque, avec un gamin par terre, une vingtaine d'années, couvert de sang. Il le tenait comme ça, comme si c'était lui qui l'avait fracassé. On dit voilà ce qui arrive aujourd'hui aux jeunes Palestiniens. Ils se Ouais. font détruire en une. Belle photo, malheureusement. Mais vous savez ce que c'était en fait? Le petit jeune, c'était pas un Palestinien, c'était un jeune touriste américain qui s'était fait tabasser par des Palestiniens et le policier, grâce à sa matraque, il lui a sauvé la vie. Donc il l'a plané, il est resté avec la matraque comme ça en menaçant les Palestiniens qui l'agressaient. Photographié a fait croire qu'il avait tabassé. C'est de la folie. On a fait un scandale et le lendemain matin, un tout petit encart en disant: «Désolé, le père de ce jeune homme nous a appelés pour». Le typographe s'est trompé, oui, c'est ça, Le type oui. s'est trompé, mais sauf que le rectificatif est toujours comme ça. Et de toute façon, quand le mal est fait, vous savez, Oui. il en restera toujours quelque chose, comme on dit: «Un calomnié, calomnié, il en restera Il en toujours restera quelque toujours chose». quelque chose. Donc De mon Libé, malheureusement, ils étaient sortis du cadre. Le Parisien, pardon, au contraire. Le Non, Parisien, non, c'est pas le un vrai Parisien. journal d'information La qui Croix, La révise. Croix, La Pardon? Croix. Témoignage chrétien, La Croix, Ils ont non? pété un câble, La Croix, avec témoignages chrétiens. Ils ont pété un câble complet, je trouve, en fait, bizarrement, on a l'impression que, je vous le dis, mais parce que je le pense fondamentalement, c'est pas Israël, c'est pas le sionisme, c'est pas l'antisémitisme, c'est la haine du juif. Écoutez ce que je vous dis, quand je l'expliquais partout, je l'ai dit depuis le début, le 7 octobre, on n'a pas tué des Iraniens, on n'a pas tué des sionistes, on a tué des juifs. C'est quand on entend dans les vidéos du Hamas, parce que le Hamas, quand il brûle, quand il viole, quand il découpe, il sourit et il se filme. Les nazis n'ont pas fait ça, hein. Et écoutez, quand il voit une petite fille de 10 ans cachée sous une table parce qu'elle a peur, elle dit: «Mais demain je vais à l'école, demain je vais à l'école». Il dit: «Viens, sors». Il lui met une balle dans la tête. Ils lui mettent une balle dans la tête, il l'appelle Yahoud. Elle a plus de prénom. Elle est pas fille, elle est pas garçon. Elle n'est pas israélienne. Elle n'est pas sioniste. Elle est juive. Et c'est ça qu'il faut ne pas oublier. C'est de montrer qu'aujourd'hui, c'est la haine des juifs viscérale qui est en fait, je m'étais trompé il y a 10 ans, je vous l'avais dit, j'ai fait antisémitox, le premier médicament contre la haine des juifs. Mais en fait, je me suis trompé de molécule. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Je suis en train de travailler sur une autre molécule, parce qu'en fait, la haine des juifs, vous savez ce que c'est? C'est pas une maladie. C'est même pas un virus. C'est un rétrovirus. Le rétrovirus, si vous connaissez un petit peu le monde médical, la différence, c'est quoi? Comme le HIV, comme le sida, comme l'herpès, comme le zona, ça se cache en fait dans votre colonne vertébrale, dans la moelle épinière. Ça sommeille et puis dès qu'il y a un moment, un influx qui se passe, une petite réaction, ça flambe. Du jour au lendemain, ça flambe. C'est zona, herpès et malheureusement le sida qui flambe pour d'autres raisons, sur d'autres, parties du corps. Et ce qui est même incroyable, c'est que c'est exactement ça la haine du juif. On a l'impression que c'est intégré dans la moelle épinière, intégré comme dans l'âme, et qu'il suffit d'un petit, stimuli, c'est le mot que je vais chercher, pour faire flamber les choses. Et ce qu'il y a de dingue, vous allez voir à quel point la haine du juif est tenace et que c'est un vrai rétrovirus. Il a fallu attendre le 7 octobre, qu'on tue 1400 personnes, qu'on massacre les enfants, qu'on les découpe en morceaux, qu'on les brûle avec leur mère, qu'on viole des filles en visioconférence, pour au lieu de créer une forme d'empathie et de compassion vis-à-vis du peuple juif, on se met à le haïr comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui montre que qu'on tue un juif ou pas, la haine du juif est plus forte que tout. Qu'on attaque Israël, qu'on découpe des enfants, qu'on les kidnappe, la haine du juif est plus forte que tout. Et en fait, on dira toujours que le juif est coupable. Coupable de ce qui lui arrive. Ce matin, un des invités sur le plateau, sur LCI, a dit: «De toute façon, le 7 octobre, c'est arrivé à cause d'Israël». Évidemment, parce que on a le meilleur service de renseignement et de sécurité au monde, donc si le 7 octobre s'est passé, c'est qu'on l'a laissé faire. Peut-être même qu'on l'a organisé. Et donc tant que cette, hystérie, j'emploie le mot, solide, anti-juive existe, tant que ce rétrovirus qui existe depuis plus de 3000 ans, donc qui est en fait une jalousie universelle, hein, qui se transmet de génération en génération, c'est transgénérationnel. Vous naissez avec cette haine du juif en vous et ça va mais même chez les juifs. Sinon la haine du juif est extrêmement tenace chez les juifs. Parce que si vous pensez que les gens de Tzedek, moi je les considère comme des juifs, non. Oh, ils ont peut-être une âme juive, mais qui est une âme damnée. Ces gens-là, bon, ils refusent
tous les plateaux avec moi, de toute façon, il n'y a rien à discuter. Ce sont des juifs suicidaires. Ils sont prêts à vous vendre pour un plat de lentilles. Ils sont prêts à vendre l'âme juive, le peuple juif, cette lumière universelle, pour plaire aux non-juifs qui nous détestent. Sachant qu'ils seront les premiers flingués si demain on se retrouve face à des pogroms comme celui du 7 octobre en Europe. En fait, ce qui me sidère, c'est le côté suicidaire. C'est drôle, ce qui me sidère, c'est le côté suicidaire, ça arrive, de certains juifs qui pensent que pour plaire au plus grand nombre, il faut taper sur Israël, sur le sionisme et dire que le sionisme est un nouveau nazi. Donc cette lâcheté incroyable chez nous montre qu'on est vraiment un peuple d'élite. On est un peuple d'élite dans ce qu'il y a de plus grand, on est un peuple d'élite dans ce qu'il y a de plus bas. Donc c'est ça, un peuple d'élite. Dites-moi, qui est le plus antisémite de LFI ou le RN? Si je vous dis ni l'un ni l'autre, ça va vous surprendre. Oui. Alors, il faut vous dire qu'aujourd'hui, l'antisémitisme n'existe plus du tout au RN. Je les connais bien, hein. J'ai appelé, non pas à voter contre eux, mais à ne pas voter pour eux pour d'autres raisons. C'est que je pense qu'il y a encore des résidus chez eux qui sont un peu, pas nauséabonds, mais pas très clairs, mais franchement, c'est 1 pour 1000 comparé au LFI. Je suis venu avec le RN. Le RN, moi, si je vote pas pour eux, c'est d'abord parce qu'ils sont nuls politiquement. Et je leur ai dit, ils sont nuls. Le RN n'a aucune idée. C'est un parti qui a aussi par défaut aujourd'hui, parce qu'on imagine que Madame Le Pen est donc comme son père, qui est mort, et donc elle a hérité de son mental anti-immigration, etc. Parce que c'est vrai que quand on écoute ce que disait depuis les années 80 Jean-Marie Le Pen sur l'immigration, ça aurait pu être dit il y a une semaine par Bruno Retailleau, hein. C'est vrai, c'est Donc vrai. c'est vrai qu'il a vu juste. Le problème, c'est que lui, derrière cela, il a vu juste. Mais derrière cela, il y a un tel relent de racisme, de haine des juifs, de détestation, comme il est, enfin, on sentait. Les juifs, c'est ça. Bon, remarquez, il y avait aussi Jacques Chirac, hein, qui a parlé du bruit et l'odeur. Bon, Oui, oui. voilà, donc Il ne parlait pas des écoutez, Juifs, il parlait hein, d'autres. oui, il parlait bien entendu. Hein, comme d'aller, et qu'ils avaient en plus le bruit et l'odeur. Bon, donc le bruit et l'odeur d'un côté, Jean-Marie Le Pen et sa haine viscérale de l'autre, ça remonte à 40 ans peut-être, mais in fine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Personne n'a rien fait. Donc on estime que Marine Le Pen est présupposée omnisciente, présupposée efficace sur ce sujet. Mais c'est pas vrai. Regardez les idées qu'elle a, elles sont nulles. Regardez les idées qu'elle a depuis 20 ans. On sort de l'euro, on vient dans l'euro. On sort de l'euro, on met le franc. Ah, finalement, le franc, c'est pas bien. Et on est pour Schengen, anti-Schengen. Et puis, on va ouvrir les frontières, on les ferme. Il faut les mettre 2 frontières. On ne comprend rien. En fait, le RN est nul politiquement, nul stratégiquement. Donc, c'est pour ça qu'il faut le sortir. Et jamais j'ai condamné le RN pour sa haine des juifs. Eh bien, mais à un seul moment. Je pense que ce qu'il dit sur l'immigration est juste, mais ce que fait les LR, c'est mieux. Donc, si moi j'avais confiance en un parti aujourd'hui, et surtout en un homme, c'est plutôt Bruno Retailleau, qui fait un boulot extraordinaire. Maintenant, la LFI, c'est pire qu'un parti anti-sémite. C'est pire qu'un parti anti-juif. Pourquoi, vous savez? Moi, je préfère les nazis à LFI. Parce que les nazis, ils étaient clairs. Ils n'avancent pas masqués. Clairs. Ils n'avancent pas marqué. Il a écrit en 25, hein, Mein Kampf. Donc personne ne peut dire que comment M. Hitler, que nous avons élu démocratiquement en 1933, est devenu l'immonde Adolf Hitler. Ben, enfin, ça, c'est les gens qui connaissent rien à l'histoire ou qui sont dans le déni le plus profond. Au moins, lui, il a tout tenté. Bon, ça a duré 12 ans. Il a failli envahir le monde. Il a tué 6 millions de juifs. Il a fait une centaine de millions de morts à cause de cette Seconde Guerre mondiale. Mais il est mort, lui et sa clique de nazis. Et d'ailleurs, on a pu faire la paix avec les Allemands et faire l'Europe et faire Israël uniquement parce qu'on avait exterminé tous les nazis. Alors, il en restait quelques-uns planqués en Amérique du Sud, par les Suisses, et planqués aussi par le Vatican qui a aidé, on le sait, hein, énormément de nazis à fuir, surtout en Amérique du Sud et dans des pays arabes, comme la Syrie par exemple. Et ça, un jour, j'espère qu'on dira toute la vérité là-dessus. Donc, le LFI, c'est pire. Pourquoi? Parce qu'ils instrumentalisent la haine des Juifs à des fins électorales et politiques. En fait, pourquoi? Il y a une vingtaine d'années, la gauche, et surtout l'extrême gauche, a compris que les classes populaires ne votaient plus pour, pour la gauche, ni pour l'extrême gauche, et qu'il fallait trouver un nouveau terreau. Parce que vous savez, la classe politique, c'est pas un truc long comme ça, longiligne et plat, c'est un cercle. Et en fait, les anciens communistes se sont mis à voter pour le Front National. Mais pourquoi? Ben, les mecs dans les usines, quand ils voyaient des immigrés ou des fils d'immigrés arriver leur piquer leur boulot, ben, ils sont devenus hyper racistes. Et c'était des smicards, et c'était toute la classe populaire de gauche qui passait avec l'extrême droite, parce que c'est à côté. C'est les mêmes extrêmes. Ça me rappelle quelque chose en 40, d'ailleurs, entre parenthèses, avec Déa et Exactement. Doriot.
Ils disaient: «Ah, mais j'allais vous en parler» et c'était que des socialistes, hein, la Oui, France de oui. Vichy, c'était que des socialistes, hein. C'était, SFIO, ce qu'on appelait avant. Donc on a la mémoire courte. C'est pour ça que moi, je vous dis que l'histoire, c'est le meilleur le meilleur des médicaments et la meilleure des thérapies surtout. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit: «Bah, puisque maintenant on a vidé complètement, le classe populaire, il faut en retrouver une autre» et là, ils se sont dit: «Mais oui, qu'on est con. C'est comme il y a eu le grand remplacement, et ben, on va s'occuper» parce que le grand remplacement, il date d'il y a 25 ans, 30 ans, hein. Il n'est pas demain, il a déjà été fait. C'est bon, on regarde, bah, c'est quoi la nouvelle classe populaire dans les quartiers populaires? Parce qu'on a plus banlieue, et ben, ce sont les fils, petits-fils d'immigrés de la première, deuxième génération et ils se sont dit: «Donc comment on va faire pour les captiver?» Vous savez, Mohamed, V avait dit, non, Mohamed II, pardon, avait dit dans les années 80 que la cause palestinienne, c'était l'opium de la rue arabe. Et ben, ils ont fait pareil. Ils ont commencé à dire: «Dans les banlieues, vous êtes la bande de Gaza et la Cisjordanie. Vous êtes les Palestiniens de France et d'Europe et en gros, ceux qui sont dans les villes, c'est les Israéliens, les Juifs». Et alors ça paraît absurde. J'avais sorti ça, je me rappelle, en 2005 au Grande Gueule d'RMC. On me regardait des grands yeux comme ça et oui, aujourd'hui, vous allez voir que la gauche et l'extrême gauche vont parler à une classe de population maghrébine qui n'a rien à voir et c'est pas les Arabes, les Maghrébins, hein. Vous savez, au Maghreb, d'abord, dans les pays, Maroc, Algérie, Tunisie, il y avait des Bédouins et des Juifs bien avant que les Arabes viennent. Ensuite, ils sont devenus maghrébins. Pour l'Algérie, c'est plus compliqué parce que c'est un pays qui a été créé de toutes pièces par la France, et cetera. Bon. Mais en gros, heu, quand on parlait de cette classe, en disant les Arabes, c'est pas vrai, il y a pas d'Arabes en France. C'est des Maghrébins. Donc déjà, vous imaginez, on a fait un gros paquet. Arabe égale Maghrébin. Ensuite, d'ailleurs, on leur a dit, alors que tous les Maghrébins qui sont venus à partir de 60, 62, 58 en France, leur seule obsession, c'était l'intégration. Ils voulaient prendre des prénoms français, apprendre le français, essayer d'éliminer l'accent. Et alors, c'était drôle, mes copains se foutaient de la gueule de leur père et grands-parents. Ils me disaient: «Et bonjour, vous savez, moi j'étais français que» et c'était à pleurer de rire parce que c'était une volonté. Et pourquoi on les aimait, pourquoi on les aidait? Parce qu'ils avaient envie d'être français. Ils étaient plus français que nous dans leur envie. C'était la citoyenneté, la fierté du drapeau. La Ils étaient mais et ça, on a oublié ça. Et c'est pour ça que quand je dis à chaque fois qu'il n'y a jamais eu de problème entre, les juifs et les arabes en France, c'est vrai. C'est vrai, tant qu'on avait cet esprit-là. Parce que les juifs, là où ils ont été des citoyens modèles, ils sont toujours intégrés et quand on a vu les immigrés arriver en France, ils avaient envie d'être français. On a oublié ça et malheureusement, quand, la LFI, le PS aussi, a vu qu'il y avait un truc super à jouer parce que c'était les figures d'électeurs, parce que c'est quand même plus de 6 000 000, hein, et ben, ils se sont dit: «Waouh, on va les séduire». Comment? En agitant la haine du juif, en leur disant: «Vous êtes des Palestiniens, vos ennemis, c'est les Israéliens, donc les Juifs». Mais juifs, c'est pas seulement juif au sens religion, parce qu'être juif, c'est pas la religion juive, c'est le peuple, c'est l'état d'esprit, c'est la vision, c'est les valeurs, c'est cette fierté, cette appartenance à quelque chose qui nous dépasse, un peu métaphysique. Et la religion fait partie de l'ADN du judaïsme. Mais pour moi, être juif, c'est bien plus que la religion. Et donc, quelque part, ils ont dit, bah, dans le juif, il y a évidemment le, le colon. Et là, c'est là qu'ils ont eu l'idée de génie. Colon israélien, colon français. Vous venez d'un pays qui a été colonisé par la France. Donc maintenant, c'est à vous de coloniser le pays dans lequel vous êtes hébergé. C'est un truc de ouf. Moi, quand j'ai dit ça, on me traitait de malade, on m'a dit: «Mais ça va pas, mais tu te rends compte ce que tu dis?» Je dis: «Mais bien sûr». Et en gros, c'est la vengeance de la colonisation et avec en plus une présupposée accusation de colonie, normale, puisque Israël, c'est un pays colon, colonisateur, et cetera. Vous allez me dire, Et en c'est plus, dans les blancs, on est blanc en ah plus. mais alors, dans la pyramide, on est blanc, réputé riche. Oui, Réputé riche, que réputé, ouais. il y a tout. J'ai même fait une campagne pour le FSJU d'ailleurs il y a quelques années, c'était pour la tzedaka. C'était un type qui tenait les mains comme ça avec une kippa à l'intérieur et le slogan c'était: «Vous en connaissez beaucoup vous des juifs pauvres? Ah oui, je m'en Nous, souviens, j'étais à oui. Paris à cette époque-là. Nous, Oui, oui». oui, je m'en souviens, c'est à Voilà. vous, d'accord. Et donc voilà comment LFI a instrumentalisé la haine des juifs et quand ils ont vu que ça commençait à marcher, à fonctionner, regardez les 2 dernières législatives, hein, tous les plus gros, salopards, parce que je le dis, les Guiraud, les Porte et cetera, ont été élus au premier tour. Caron, tout ça, oui. Élus au premier tour, donc attention, ça fonctionne. Ça veut dire que la haine du juif étant le moteur de leur, succès électoral, c'est devenu pire qu'un parti anti-juif, c'est devenu un parti ennemi de la France et de la République. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas pu interdire LFI. Je ne comprends pas que toutes les procédures contre tous les députés insoumis depuis le 7 octobre, tout est ou classé sans suite ou alors en stand-by. Alors qu'il y a des procédures qui durent quelques semaines, quelques jours. Et dès qu'il s'agit d'un député insoumis, Hadim, je m'appelle, ou islamiste, et cetera, bah, ça traîne. Donc on a l'impression que
il se passe exactement le même mazal qu'avait Hitler avec un parti, où ils étaient une douzaine de voyous à casser des brasseries. Ils se sont retrouvés, en 33 avec une grenade. Voilà et un de ces 4, lui en 6 ans, il a retourné l'Allemagne et il a réussi à les faire entrer en guerre. Et bah, je peux vous dire que LFI, moi, je les sous-estime pas du tout. C'est-à-dire que je le combats qu'en France. Mon combat, moi, c'est que LFI. Parce que j'ai jamais eu de problème avec un musulman. Tu sais, moi, dans la rue, tout le monde me dit: «Oh là là, tu dois être menacé, c'est compliqué». Et je te dis, j'ai jamais rien dit contre les musulmans, contre les arabes ou quoi. Jamais. Mais encore moins contre les Palestiniens. Je dis qu'il faut les libérer du Hamas. Donc, moi, dans la rue, je me fais les mecs se prennent en selfie avec moi. C'est des problématiques, en revanche, bon, un peu avec quelques juifs, et ça, on a expliqué tout à l'heure pourquoi, mais ça, c'est que de l'ego et de la jalousie, c'est pas bien grave. Et puis aussi avec, 100 des LFistes qui, eux, sont des vrais malades. Parce qu'ils tapent moi, j'ai été le premier, ça fait des années que je me bats. Mélenchon, c'est mon ennemi depuis 99. Oui, on a eu des passes d'armes télé sur des plateaux. Il s'est sorti, il est parti d'un plateau à cause de moi. C'est mon vieil ennemi. Ça fait des années que je dis que ce mec est un malade dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est frustré de pas avoir été le successeur de Mitterrand. Je le rendais fou, tout le temps, parce que je le connais, je l'ai bien analysé, comme il faut bien analyser ses ennemis et pas le minimiser. Vous savez, pour 2027, lui, et Villepin, je crois qu'ils peuvent faire un ticket qui fera beaucoup de mal et je vous donne pas un scoop, c'est ce que je pense depuis des mois. Faut pas se moquer d'eux, pas les sous-estimer. Ils sont très, 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 très forts, au niveau de leur, aura, de leur charisme, c'est des tribuns. Ils peuvent donner l'image de Danton et Robespierre. J'ai eu déjà mon slogan, hein. Ce sera Danton et Robespierre. Alors qui sera Danton aussi? Qui sera Robespierre? C'est pas certain que le plus dingue des 2 soit celui auquel on pense. D'accord. Alors Donc voilà. écoutez, Désolé d'avoir été un peu long, mais c'est non, non, important mais on là-dessus pourrait parce que rester c'est encore une, des heures. On pourrait rester des heures, mais c'est bah, vous connaissez mieux que moi ce qu'est une émission de télé. En tous les cas, voilà ma dernière question. Qu'est-ce que vous pensez, et je saute du coq à l'âne, enfin, si on peut dire, qu'est-ce que vous pensez du projet de Trump d'annexer la bande de Gaza? Mais pour les États-Unis, hein. alors, bah, déjà, ce que j'allais dire, déjà, c'est le projet de Trump. Quand on parle du projet de Trump, on a l'impression que tous les juifs du monde ou que tous les Israéliens sont d'accord avec Trump. Nous, on écoute Trump parler. Alors, aujourd'hui, Trump, c'est le seul allié qu'on ait, hein. On a très vite compris que Israël, vous savez, c'est comme slogan, le slogan d'EDF, c'est «Seul mais ensemble». Et je suis fondamentalement convaincu que Israël et que les Juifs finiront tout seuls, mais ensemble. Mais là, avant d'être tout seul, il nous reste un allié qu'on n'avait pas, parce que même Biden, pour arrêter de dire des conneries, c'était pas un vrai allié. Un vrai allié, il aurait livré les armes avec les codes qui vont avec, vous savez, pour les utiliser. Donc, il dit à chaque fois, vous savez que vous livrez une arme, il n'y a pas de balle dedans. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Trump, apparemment, c'est notre allié. Et quand il parle de la bande de Gaza, lui, au moins, il raconte une histoire. Qu'on aime ou pas, il a une idée, il a un projet. Il met tout sur la table, il dit les choses. Il est un peu, vous savez, il parle toujours très fort pour sidérer l'opinion et après, derrière lui laisser le temps de revenir à quelque chose de plus acceptable. C'est un deal maker. Ceux qui pensent qu'il est fou n'ont rien compris. Il est tout sauf fou. C'est le mec le moins fou du monde. Parce que s'il était fou, il dirait rien, il ferait d'abord, il parlerait ensuite. Donc, il dit pourquoi? Parce qu'il sait bien que c'est un système qui permet de sidérer l'opinion autour de lui, donc c'est lui qui a la main. Et après, ben, ouais, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il faut éparpiller les Palestiniens. Je pense que ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Que c'est impossible de créer déjà un État palestinien aujourd'hui, puisque l'État palestinien est mort le 7 octobre. Donc maintenant, il n'y a plus de cause palestinienne, qui est morte aussi le 7 octobre. Il y a un problème palestinien. Et pour résoudre le problème palestinien, il va falloir parler non pas à Israël, mais aux pays arabes. Il va falloir parler au Qatar, il va falloir parler à Ce que fait l'Égypte. Trump, non? C'est ce que veut faire Trump, en Il a fait. totalement raison. Je ne peux pas être plus d'accord avec lui et surtout à la Jordanie. Il n'y aura pas de solution au peuple palestinien sans la Jordanie. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Un jour, il va falloir contraindre ce faux État qu'est la Jordanie. Pardon, hein, mes amis jordaniens, mais ce royaume est un royaume artificiel comme toute la région, hein, mais Israël a été. Alors, sauf qu'Israël n'a pas été artificiel puisque c'est basé sur la carte de la Judée qui date de 3000 ans. Donc, le seul truc, l'Iran, il n'a pas bougé d'un centimètre ses frontières depuis la nuit des temps, comme Israël. Les deux pays qui sont imbougeables pour moi, il y a l'Irak aussi, c'est vrai, mais l'Irak n'est plus ce que c'était, hein. Mais l'Iran et Israël, pour moi, voilà, sont revenus à leur état d'origine. L'Irak, le problème, c'est que l'Irak, on ne comprend même plus ce qui se passe. Après, il y a toute la problématique entre le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui, voilà, cette haine entre ces deux pays qui se détestent profondément, modifiée
on va dire, la sécurité dans cette région. Donc l'Amérique a aujourd'hui la possibilité d'être celui qui va réagencer de façon définitive cette région. Quand je dis réagencer, vous allez voir, hein, c'est peut-être des pays qui vont muter, se transformer, s'agrandir, rétrécir, disparaître ou pas. Bah, le Liban, est-ce que franchement c'est un pays qui existe encore? Évidemment que non, c'est plus un pays, c'est plus un État, il n'y a plus rien au Liban. Il n'y a plus rien. Il y a des habitants qui se barrent tous, la diaspora qui est désespérée, et ils ont l'occasion rêvée pour mettre le Hezbollah dehors avec Israël qui est dans le sud, et que même les Maronites commencent à être contre les Israéliens. Mais à un moment, il faut juste se rendre compte de ce qu'on veut. Vous savez, il y avait le syndrome de Stockholm, maintenant il y a le syndrome de Gaza, le syndrome de Beyrouth. Il ne faudrait pas qu'il y ait le syndrome de Téhéran aussi, parce qu'à un moment, sur les plus de 100 000, je sais même plus, 100 millions d'Iraniens, il faut qu'ils comprennent qu'évidemment, il faut qu'ils mettent les mollahs dehors, et cetera. Donc en fait, on assiste au début d'une nouvelle histoire au Proche et au Moyen-Orient, et je pense que c'est Trump, alors sans l'appeler Machiar non plus, mais c'est Trump qui va permettre cela. Et vous allez voir, il a tout réglé. On se retrouve dans un an, On a l'unique tout réglé. C'est-à-dire que la bande de Gaza va vraiment devenir américaine, une Riviera américaine. non, pas du tout. Non, non, j'y crois pas une seule seconde à ça. Oh, pas du tout. Non, qu'il administre après qu'il y ait un peu de Qatar, un peu d'Arabie Saoudite, un peu d'Égypte, un peu de machin, une zone internationale, un peu d'Israël aussi, parce que je peux vous dire qu'Israël, une fois, mais pas deux, ils ne laisseront pas s'installer quelque chose qui pourrait même une milliardaire de secondes se retourner contre eux. Voilà, et maintenant, après, les Palestiniens qui veulent quitter le Hamas, je dis bien quitter le Hamas, pas Gaza, quitter le Hamas pour rejoindre l'autorité palestinienne, j'espère une nouvelle, avec quelqu'un d'autre, Mahmoud Abbas, et des gens plus sérieux et surtout moins voleurs et moins escrocs, bah, ceux-là ont peut-être un avenir. Mais vous savez ce que je disais ce matin à des invités? Pour faire la guerre, il faut être deux, mais pour faire la paix aussi. Alors je demande à tous ces donneurs de leçons de me dire qui, une, deux, trois, 100 personnes palestiniennes seraient capables aujourd'hui de s'asseoir devant Bibi Netanyahou et un nouveau gouvernement pour faire la paix. Donnez-moi un nom. Vous allez voir que dans un an, vous n'en avez pas un. La problématique, elle est là. C'est que tout le monde parle pour les Palestiniens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un peuple qui a été autodéterminé, mais exodéterminé. Il n'y a jamais eu de détermination des Palestiniens. Et ouais. Elle est artificielle. Et historiquement, je le prouve tout le temps, c'est les éditions. 64, il y a l'invention du KGB. 64, une invention du KGB par KGB, donc qui a appelé un militaire qui était leur agent en Égypte, donc qui était Yasser Arafat, qui est égyptien, qui est né au Caire, et qui a jamais été palestinien. Ils ont inventé exactement comme ils ont inventé la cause du peuple cubain avec un Argentin qui s'appelait Che Guevara. C'est les professionnels pour ça, les Russes. C'est eux qui ont fait le protocole des sages de Sion, qui est réédité dans tous les pays arabes à millions d'exemplaires, et qui raconte que les Juifs sont les empoisonneurs de puits, des mangeurs d'enfants, etc. Donc, les Russes, alors là, pour détruire, c'est les meilleurs. Pour construire, on sait ce qu'ils valent, mais pour détruire, c'est les meilleurs. Je peux vous dire, la cause palestinienne n'apparaît même pas une seule seconde dans le plan de partition du 29 novembre 1947 de l'ONU. Donc ça montre bien que Rima Hassan, la mythomane, elle n'est même pas palestinienne. Elle est soi-disant syrienne, d'Alep. Elle n'a jamais mis un pied là-bas. Toute sa famille est syrienne. Elle fait croire qu'elle. Alors, la statut de réfugié, c'est pour ça. C'est dit, merde, s'ils découvrent que je ne suis pas palestinienne, oh là là, là, je plains mon statut de réfugié. Des gens payés à Lille parce qu'ils sont réfugiés. Mais qu'est-ce qu'on leur doit aux Palestiniens? Mais qu'est-ce qu'on leur doit? Pourquoi? Pourquoi? Ils ont toujours tout refusé. Ils ont toujours refusé 5 fois un État. Ils ont refusé tous les traités de paix. Ils signent le traité de paix le matin et l'autre, Yasser Arafat déclenche en 93, en 2000, des intifadas, et des milliers de morts, des attentats tous les jours. C'est ça l'histoire. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas envie de. C'est ça que moi je me bats pour la vérité, même si je sais qu'il y a un courant mondial qui refuse la vérité. Parce que l'émotion d'une fake news est plus forte que la vérité d'une information. L'émotion d'un d'un script, d'une vidéo en AI qui montre un faux enfant palestinien en train de mourir avec une jambe coupée est plus fort que des chiffres, que des images où l'armée israélienne fait tout pour épargner les vies civiles à Gaza. Voilà pourquoi il y a eu autant de morts chez nos Khayalim. Donc encore une fois, le refus de cette vérité montre une volonté de continuer de haïr les juifs. Il faut être extrêmement clair là-dessus. Voilà pourquoi il faut arrêter d'utiliser des mots comme antisémitisme. Mais vous vous rendez compte? C'est un mot qui a été inventé par un avocat allemand au 19e siècle, alors qu'il n'y avait pas de migration, il n'y avait pas ce que c'était qu'un arabe. Et ça ne fait rien du tout. Au 19e, il y avait encore l'Empire ottoman. Ça n'avait même pas basculé. Vous vous rendez compte? On parle d'antisémitisme alors que les Allemands juifs étaient, d'ailleurs, comme je viens de le dire, allemands d'abord, juifs ensuite. Ils étaient hyper nationalistes, ils étaient hyper patriotes. Donc,
On parle d'un mot qui, à l'époque, servait d'ailleurs au moment de l'affaire Dreyfus. C'est grâce à Herzl, hein, qui était un jeune journaliste autrichien devant les lignes donc des Invalides, qui a vu la dégradation de, de Dreyfus et qui a dit plus jamais ça, c'est pas possible. Et le soir, il n'a pas dormi de la nuit, il a écrit. Il a écrit le projet du sionisme qu'il avait déjà en tête. Et pour lui, c'était pouvoir. Il savait que seul un État, un foyer, on appelait ça un foyer national juif, pouvait contrecarrer ça. En 1895, imaginez, il a fallu attendre, malheureusement, qu'il y ait une Shoah pour ça. Une première guerre mondiale et une deuxième guerre mondiale pour cela. Parce que l'antisémitisme de l'époque par rapport à l'affaire Dreyfus a divisé la France en deux. Des antisémites notoires, comme Zola, ont basculé dans l'autre sens et sont mis à soutenir Dreyfus jusqu'à être emprisonné. Ah, antisémite absolu, a défendu non pas Dreyfus, mais l'image de l'armée française. Donc, encore une fois, moi, quand j'entends des gens, la vraie problématique qu'on a, nous, et je trouve que dans la culture du peuple juif, c'est important, c'est le savoir, la transmission de la vraie vérité historique. Et encore une fois, mais on en trouve sur des plateaux avec des gens, soi-disant historiens, ou politologues, ou journalistes, là, ou reporters, là, qui non seulement disent n'importe quoi, mais répètent à l'envi un mensonge pour le transformer en vérité. Et on a le devoir, comme ce matin, comme je le fais malheureusement depuis trop longtemps, d'être là pour empêcher que ça se dise, hein. Ce matin, quand quelqu'un dit: «Oui, c'est horrible, 40 000 Gazaouis morts depuis 2000». Bah non, je suis désolé. Il y a eu 40 000, oui, 40 000 morts, avec 15 000 ouais, Gazaouis et 25 000 terroristes. C'est ça le chiffre. Et si on amalgame les deux, on joue le jeu du Hamas. Donc encore une fois, moi, je me sers de ce que je peux faire dans les médias, de ma notoriété, que les médias parfois m'invitent, et ont un peu peur parce qu'ils savent que je suis très virulent, parce que si on n'est pas virulent, il faut rester chez soi. Ouais, si on va pour discuter, vraiment, ça sert à rien. Moi, j'y vais pour me battre. J'y vais pour me battre avec mes mots, avec ce que je peux amener comme contenu, avec des arguments. Parfois, et dans la rue, les gens me disent merci, mais je suis ravi, mais bon, quand on se bat, ça va. Donc, je suis ravi de le faire. Pour moi, déjà, parce que ça va mieux depuis que je me bats. Je suis ravi et fier, hein, qu'ils me remercient. Mais je le fais parce que c'est un devoir. On a tous le devoir de se battre comme on peut se battre. Sur le terrain, au bureau, à l'école, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la plupart du temps, il ne faut pas répondre. Moi, je réponds pas, je balance des contenus, je réponds jamais à la haine. Vous perdez votre temps. Aider à dénoncer, en revanche, des contenus haineux, des menaces ou l'apologie du terrorisme, c'est notre devoir. Donc oui, l'EDF, c'est une armée citoyenne. Tout le monde est invité à participer à la guerre avec nous. Une guerre pour la vérité et pour faire en sorte que jamais on ne laisse s'installer le mensonge. Parce que le mensonge, c'est l'éradication du peuple juif. Le mensonge, c'est le révisionnisme. C'est bon, on a parlé de révisionnisme pendant la Seconde Guerre mondiale par rapport aux chambres à gaz. Mais là, depuis 67, qu'est-ce qu'il y a? Le révisionnisme, on a basculé. Le sionisme, qui était une des plus belles idées humanistes de gauche, est devenu un nouveau nazisme. Parce que, évidemment, les coupables européens de la Shoah ont trouvé un argument extraordinaire, c'est de se dire, bah, à cause de la Shoah, on a transformé le peuple juif en Israël. Et aujourd'hui, Israël, oh là là, il se comporte pas bien avec les Arabes. Bon, super. On va dire que les nouveaux bourreaux, c'est eux, comme ça, nous, on ne sera plus jamais culpabilisés. Mais sauf que le pire, c'est que ça a marché. Bah, tout ça, pour prendre conscience, et le combat, il est tous les jours, tout le temps. Je peux vous dire qu'on en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, parce que ça ne va pas s'arrêter comme ça. C'est extraordinaire, quand vous écoutez des œuvres, malheureusement, vous connaissez les impératifs, comme on dit, d'une émission de télé. Je vous remercie beaucoup. Merci pour ce plaidoyer, merci pour ce combat que vous menez. Mais franchement, on pourrait je n'ai qu'un vœu, c'est qu'il y en ait des milliers de Franck Tapiro. En tout cas, merci beaucoup. Moi aussi, ça me fait un peu de repos, parce que ça, ça me donne de l'énergie, mais ça fatigue quand même. Mais en fait, pas, je me ressource, parce qu'il faut gagner, il faut avoir des victoires. On a plein de victoires, hein. Il y a plein de victoires, plein de victoires. Merci Franck Tapiro. Vous pouvez évidemment retrouver cette Am Israël émission Chai. sur Am Israël Chai, cette émission, en vous abonnant sur Tandem TV. À très bientôt. Au À très revoir. bientôt. Au revoir.